Salut à tous, mon nom est Yannick, nous voici ensemble pour un épisode de poker. Hein. On va se faire un petit tournoi de poker. C'est un truc que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps sur la chaîne, mais vu que je joue pas souvent et que c'est vraiment pour le plaisir, voilà. On va y aller, on va se faire un petit tournoi. Alors je regarde ce qu'il y a. Oui, on peut faire ça. Allez, c'est parti. Toc toc tac, 3 euros, confirmé. Voilà, on est dans la place. Donc là, on est dans la période d'inscription. Hein. Ça va commencer dans. Alors, faut un peu de patience hein, quand vous jouez au poker. C'est des parties qui durent longtemps. Là, c'est un tournoi un peu spécial. C'est donc 3 euros d'inscription, 225 euros garantie. Euh, Toutes les personnes qui s'inscrivent payent 3 euros. Vous pouvez rebuy jusqu'à 2 fois, c'est-à-dire dépenser 3 euros supplémentaires pour avoir des jetons supplémentaires si vous vous faites éliminer. Jusqu'à un maximum de 2 fois vos jetons. Et à la fin d'une heure, au bout d'une heure, vous pouvez prendre un add-on supplémentaire de 2500 jetons pour 3 euros. Donc vous voyez des jetons qui finalement valent, enfin qui plus de jetons pour 3 euros. Donc l'add-on est très intéressant, les rebuys ne le sont pas forcément. Mais si vous voulez commencer dans de bonnes conditions, vous pouvez tout de suite vous prendre une rebuy, sachant que l'argent que vous investissez, bah, finalement c'est de l'argent qui va rejoindre le pool et qui finalement va être récupéré à la fin quand vous allez gagner. Bon, si vous gagnez bien sûr. Donc, on va agrandir cette table. Je vais pas faire du multitabling, hein. Je vais juste jouer en hop. Alors je vais vous laisser ça. Alors attendez, parce que j'ai coupé mon écran. Hein. Donc hop. On va le faire comme ça, et puis ça, on va le réduire. J'aime bien avoir les infos. Donc on va en garder comme ça. Voilà. Comme ça, on voit à peu près comment ça avance, on voit les places, on peut facilement passer de l'un à l'autre. Euh, et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, il y a de ces trucs maintenant. Avant, le poker, c'était tellement plus moche que ça. Alors là, merde, on voit ma bouille en fait. Bon, ok, vous verrez ma bouille alors. Comment je peux faire un rebuy? Ah, on peut pas rebuy quand on a 1500? Avant, on pouvait. Hmm, non, bah apparemment, on peut pas. Alors ici, vous avez aussi les infos, les places, etc. Mais pendant une heure, les gens peuvent se réinscrire, hein, donc au final... Euh, personne n'a plus de 3000. Alors attendez, on va vérifier ça. On voit pas les jetons ici, bizarrement. Normalement, on devrait voir les jetons qu'ils ont. Hmm. Ah, voilà, je peux peut-être faire ça. Hop, et avoir 3000 jetons direct. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. C'est fait, on a utilisé un rebuy et on a une grosse somme. Alors la grosse somme, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'avaler quelqu'un, en gros. Alors c'est pas forcément une bonne idée de prendre les 3000 tout de suite, on a le droit à 3 rebuys, donc on peut dépenser jusqu'à 12 euros dans ce tournoi en gros. Hein. 2 rebuys et un add-on, plus l'inscription de base. Voilà, certains garderaient, vu qu'il n'y a que 2 rebuys, garderaient les 2 rebuys pour les prendre d'un coup quand l'argent sera plus chaud. Moi je suis du genre à faire un seul rebuy, mais par contre si je perds, je perds. Voilà. Et l'add-on. Donc, parce que si jamais je dois maintenant me faire éliminer, je peux toujours payer 3 euros pour rester dans le tournoi, mais j'aurai que 1500. Et au bout d'une demi-heure, une heure de jeu, bah 1500, ça aura moins de valeur que 3000 évidemment. Mais 3000 au début, ça a énormément de valeur parce qu'au début, bah, tout le monde a 1500 quoi. Et à la table. Voilà, donc là c'est comme si j'avais déjà avalé quelqu'un, donc je suis à l'aise, je peux jouer que les mains que j'ai envie de jouer, pas besoin d'aller prendre d'énormes risques. Après, ça dépend de l'intention que je veux donner aussi, leur montrer que je suis un fou furieux ou pas, jouer tight, jouer large, jouer serré, jouer... Enfin voilà, il y a tous les styles de jeu hein, et toutes les façons de miser
qui se répercutent, et selon votre style, bah, les gens vont avoir une vision de vous, et vous pourrez jouer avec ça. S'ils savent que vous jouez tous les coups, etc., ils prendront pas au sérieux vos mains. Et inversement, si vous jouez que des paires d'as, bah, ils iront jamais dans vos coups. Ce qui vous permettra de tenir longtemps, mais il faut avoir de la réserve. Et il n'y a que les gens qui ne vous connaissent pas, c'est-à-dire par exemple, vous voyez, celui-là, là, il vient d'arriver à la table, il ne nous connaît pas. Si ça fait 2 heures qu'on n'a pas bougé et que je relance, ben lui, il ne le saurait pas. Du coup, peut-être qu'il déciderait d'aller dans mon coup et je pourrais le voler. Donc sur Internet, c'est plutôt intéressant. Par contre, quand vous jouez en IRL, avec des vrais gens hein, à des tables, les réputations passent vite. Par exemple, un gars à côté de vous va vous dire « Oh lui, putain, lui, il joue hyper serré, il joue que des paires d'as. » Bon, vous saurez que faut pas aller le confronter, ou alors, si vous allez le confronter, c'est pour aller le piéger. Par exemple, avec une main comme ça, avec 2 piques, si jamais il relance pas, il la joue serrée, parce que dès qu'il relance, tout le monde se couche. Vous pouvez aller voir le flop, et si jamais vous allez choper une couleur ou un truc comme ça, bah après vous le tenez, parce que s'il a une paire d'as ou un brelan, il lâchera plus jamais, et ça sera réglé. Là vous voyez, j'ai un pot commun, ça me coûte que 20 d'aller dans le coup, pour aller choper une couleur imaginaire, pourquoi pas. On check, on n'a rien à y gagner, on a une backdoor à pique, enfin il nous faudrait 2 piques pour que ça fasse notre couleur. Un 10 pourrait nous sauver, mais de là à payer 60 pour 130 dans le pot, non. Il a payé la moitié du pot, ce qui est un petit peu cher pour qu'on aille dans le coup pour aller chercher un truc et de l'espace. Donc avec un as, on peut essayer de voler la big blind si personne ne relance avant, mais on est sur des tables de 9, donc là on est que 6, 7, 8. Mais sur des tables de 9, il y a beaucoup de joueurs. Donc il y a souvent des gens qui viennent nous embêter avant. Là, si je relance, je suis pas sûr que lui ne viendrait pas quoi qu'il arrive. Donc autant laisser tomber, laisser les 2 là. Et lui, ça va peut-être l'énerver qu'on mette de l'argent sur sa big blind. Parce que tous les tours, vous êtes obligé de mettre une blinde, petite ou grosse, qui est une somme minimale, qui fait que il y a toujours de l'argent qui se dégrade au fur et à mesure du temps. Tous les 9 tours, finalement, vous payez quelque chose. Vous ne pouvez pas simplement dormir sur vos jetons. Et alors c'est quoi? Toutes les 10 minutes environ, un truc comme ça, vous avez les sommes qui augmentent, les blindes qui augmentent, et ensuite il y a les ante, c'est-à-dire des sommes minimum à mettre pour tout le monde, enfin voilà. Là on va relancer un peu, histoire d'isoler lui. Voilà, les 2 sont couchés. Lui a été isolé, donc là, vous voyez, il y a le roi et le valet qui m'embêtent par rapport à ma paire de 10. Je vais quand même relancer comme si j'avais as-roi, la main classique de relance. Je mets la moitié du pot, vous voyez, comme il a fait tout à l'heure, pour dire j'ai quelque chose. En fait, c'est une discussion avec votre adversaire. Certains ne comprennent pas la discussion au poker. La discussion, elle sert à savoir ce qu'a le gars. Là, j'ai relancé avant le flop, j'ai dit j'ai une main correcte. Je vais lancer. Le gars, au flop, je vois 2 cartes, valet, roi, je relance, je dis j'ai quelque chose. En fait, ce que je lui dis pas, c'est que je n'ai ni un roi ni un valet. J'ai une paire de 10. Mais j'ai quelque chose quand même, donc c'est pas un mensonge ce que vous faites avec vos sous. Ce que vous faites avec vos sous, c'est que vous lui indiquez quelque chose. Alors ça peut être un bluff total. S'il relance dessus, c'est qu'il me dit il pense avoir mieux que moi, et à ce moment-là, soit je bluffe et je relance encore en disant j'ai mieux que le roi, mais en fait j'ai une paire de 10 moi. Donc s'il avait relancé sur moi, il aurait gagné le coup. Probablement. Parce que ça aurait été très difficile de continuer à mettre la pression si le gars prend ma relance en compte et qu'il relance sur moi. Donc en fait, une bonne façon de bluffer, par exemple, aurait été de me relancer à ce moment-là. Et ma paire de 10, j'aurais dû l'acheter. Vous voyez? Donc finalement, c'est pas toujours celui qui a la bonne main qui gagne les coups. C'est souvent la personne qui fait le bon move avec les jetons. En fait, vous pouvez ignorer vos cartes, faire comme si vous ne les voyez pas, vous pouvez les cacher, même si vous avez envie, et jouer simplement les jetons. Alors ça, c'est un peu violent, hein. Mais en gros, quand vous voyez comment se comportent les gens, vous vous dites, je vais imaginer que j'ai telle main, et je vais jouer comme si j'avais telle main. Et rien que par le langage que vous allez mettre en œuvre, vous allez annoncer plus ou moins le jeu que vous avez. Je relance 150 là, parce que je vais faire croire que j'ai un tirage, ou machin.
et quand la carte va sortir, bah là j'ai chopé mon tirage, donc j'ai plus peur, je relance à fond. Et le gars il va se dire, bah il a chopé son tirage, alors que vous avez même pas regardé votre main peut-être. Vous voyez, c'est juste que ça pourrait être le cas. Et l'incertitude de l'adversaire va être le déclencheur pour qu'il jette sa main ou qu'il la garde. Évidemment, vous pouvez aussi jouer votre main, et ensuite vous avez le mélange des deux. Donc jouer les jetons, jouer la main, c'est deux choses totalement différentes. La plupart des gens jouent la main, hein. Ils jouent au poker en jouant, voilà. Certains jouent l'adversaire, comme on dit, hein. C'est pas les jetons, mais c'est l'adversaire. Voilà, grosse main, il l'a annoncé, tout le monde s'est parti. Il n'a pas joué depuis 1 heure, évidemment, ça joue. Hein. Alors là, notre table, c'est parce qu'on est encore... tac, tac, tac. On a combien de tables là On est 19, donc on a, voilà, 4 tables de... 3, 6, 3 tables. Ça doit être indiqué quelque part. Ah, bah j'ai plus l'habitude. Hein. Voilà, on a 3 tables, 6, 6, 7. C'est pour équilibrer les tables hein, qui font ça. J'aurais pu y aller. Il a pas relancé assez, il a fait une relance minimum. Alors les relances minimum, je les conseille jamais. C'est une très très mauvaise habitude. Quand vous relancez au minimum, techniquement, il faudrait que vous ayez une main absolue. C'est pour essayer d'éviter de faire fuir votre adversaire, mais vous ne pouvez pas simplement juste coller. Donc vous faites une relance, mais si vous faites une trop grosse relance, les ennemis vont s'en aller, donc vous faites la minimum. Mais le problème, c'est que les gens la font pour dépenser moins. Pour faire une relance petite. Le problème, c'est que ça attire trop de monde dans le coup, parce que du coup, ça donne la cote, ce qu'on appelle la cote, c'est-à-dire la possibilité de choper un truc intéressant pour pas cher. Et même si t'as paire d'as, bah finalement, ah tiens, je vais aller voir s'il y a mes piques, comme tout à l'heure. Et si les piques tombent, bah ta paire d'as, elle se fait ruiner. S'il y a un as de pique en plus au milieu, t'as un brelan, tu te fais massacrer. À moins que tu chopes un full, évidemment, mais voilà. Oui, alors je vais pas expliquer les règles du Texas Hold'em, hein. C'est une partie de Texas Hold'em qu'on fait là. Peut-être que je vous ferai une petite intro avec l'explication du Texas Hold'em si vous le demandez plus tard. Mais pour ceux qui connaissent pas le poker, je peux faire une petite vidéo, vous voyez, pour expliquer les règles de base. C'est pas très long. Les règles sont simples à apprendre, elles sont dures à maîtriser, en gros. Hein. C'est ça le truc. Mais elles sont simples à apprendre, une fois que vous les connaissez, c'est pas les échecs, hein, le poker. Hein. Vous pouvez y aller direct, mais voilà, il y a des subtilités, et surtout dans les tournois. Donc là, il est parti sur un tirage couleur, il l'a eu, et l'autre a chopé un full. Donc finalement, c'est la paire de 5 qui l'emporte, grâce au full, alors qu'il a chopé sa couleur. Alors ça, c'est un petit souci, on va regarder la main. C'est un très beau coup, c'est un coup classique, le gars a une main d'enfer. Comment il l'a joué? On est en pause hein, de 5 minutes, donc on va regarder tranquillement comment il l'a joué. Quelqu'un a fait une relance minimum, donc une relance pourrie. Donc là, il est obligé de mettre 120, un truc comme ça, pour annoncer qu'il a mieux que ça. Il a mis 140, ok, vous voyez, il parle le poker, lui. Donc 140 par rapport à un pot où il y a 10, 70 jetons, il met le double des jetons qu'il y a au milieu, donc déjà c'est n'importe quoi. Mais c'était à cause de la relance minimum qu'il s'est retrouvé à faire ça. Du coup, la relance à 160, obligé de relancer. Lui, il avait quoi? Il avait une paire au-dessus du 4. Alors, c'était risqué de faire all-in pour une seule raison. C'était un bon play. Alors, on va y réfléchir 2 secondes. Quand il fait all-in, lui, il a le tirage pique, avec tirage max à pique, ok? Donc, il est sûr de pouvoir l'emporter très facilement. Mais ce qui devrait toujours se méfier dans ces cas-là, c'est qu'il y a une paire au centre. À partir du moment où il y a une paire au centre, votre adversaire peut avoir une paire de 7 dans la main. S'il a une paire de 7, vous tirez à blanc. Parce que vous allez choper votre couleur sur un coup de chance, si la couleur sort, mais il peut déjà avoir un full, votre adversaire, ou il peut déjà avoir un carré de 4, s'il a une paire de 4. Vous voyez? Alors évidemment, dans la plupart des cas, il aura une paire supérieure au 7 pour avoir poussé comme il a fait 160 jetons. Il dit plutôt qu'il avait une paire de 10, vous voyez, qu'une paire de 5. Mais voilà, quand il fait all-in, n'importe quelle paire, c'est-à-dire une paire de valet, une paire de dame, une paire de roi, une paire d'as, bon, une paire d'as, non. Enfin, il y a moins de chance, parce qu'il a déjà un as en main, une paire de roi aussi, il y a déjà un roi en main. Mais vous comprenez que n'importe quelle paire avec la paire de 4 est susceptible de donner un full. Si un troisième 4 sort, ou si le troisième 5 sortait, par exemple. Ou le troisième 10, ou le troisième n'importe quoi.
Donc lui a fait le bon play, c'était un play risqué, mais c'était fait pour faire coucher son adversaire. Le problème, c'est qu'il savait que son adversaire ne pouvait pas se coucher. Donc ses chances de gagner le coup en faisant coucher son adversaire étaient quasiment nulles. Car son adversaire annonce déjà qu'il a une paire supérieure à 7. Qu'est-ce qui peut le faire coucher? Pas une paire plus haute. Et le problème, c'est que s'il a une paire, par exemple, de valet, est-ce qu'il va vraiment se coucher dans cette situation quand t'as 7-4-4 qui sort? Voilà. En plus, il peut, en faisant all-in comme ça, un peu comme un trop rapidement, il peut montrer qu'il est sur tirage pique avec un as-roi ou un as-valet ou un as-dame. Et c'est exactement ce qu'il a. Donc lui qui colle, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même un 50-50. Lui, fallait qu'il touche sa couleur. Et lui, il a eu la backdoor à trèfle. Enfin, à full, quoi. Mais ce qu'il faut savoir dans ce cas-là, c'est que finalement, à la base, au moment où il lance les dés, lui n'a rien, il est sur un tirage. Lui a une paire. Donc c'est lui le gagnant au moment du swing. Il a légèrement plus que 50% de chance de gagner. Voilà. À partir de là, qu'il touche son full et que l'autre touche sa couleur, c'est que des détails dans le 50% initial au moment où ils ont fait all-in. Hein. Attention. Il a fait all-in alors qu'il avait chopé sa couleur à pique, l'autre n'aurait jamais dû payer parce qu'il avait plus que 10% de chance de choper son 4 ou 2% ou 4%, enfin voilà, un certain pourcentage de chance de choper son 4, et à ce moment-là, ça valait pas le coup de tenter. Mais le all-in à ce moment-là, il peut vraiment croire que l'autre n'a rien. Et à ce moment-là, le call était chouette. Sachant que l'autre annonçait une grosse main dès le début. Hein. Vous savez, quand lui a mis 40, lui a relancé à 160. Il a quadruplé au lieu de tripler. Il a quadruplé la relance alors qu'il n'y avait aucun sou dans le pot. Et aucun sou dans le pot, la plupart des gens se seraient tous barrés, sans raison. Donc ça veut dire que Daniro a aussi montré qu'il avait une énorme main, finalement. Parce qu'il a payé un truc qui ne valait pas le coup. C'est-à-dire que pour protéger 60$, il en a payé 160. Vous voyez le truc? C'est enfin pour protéger sa big blind finalement, il en a payé 120 de plus quoi. Ce qui est absurde. Il y a 60$ au milieu, le gars il dit ouais je mets autant, je mets un gros pactole pour prendre les 60 du milieu. Bah tu lui laisses les 60 du milieu. Parce qu'il peut avoir une paire de rois, d'as, de dames, de 10, de 9, jusqu'à 6, une paire de 6, c'est au-dessus de la paire de 5. Vous voyez, il y a tout qui le bat, sauf le As-Roi. Donc il a eu de la chance qu'il ait le As-Roi. Et il a eu de la chance qu'il y ait des piques qui soient sortis, qu'il fasse all-in dessus. Donc Daniro, il aurait jamais dû rester dans le coup, mais en restant dans le coup, finalement, il l'a bien joué après. Par contre, il a payé vraiment trop cher pour aller dans le coup, ce qui va lui coûter très cher. S'il peut pas lâcher ses petites paires, ça va lui coûter cher à terme. Et c'est comme ça aussi qu'il va piéger des grosses mains. Par exemple, moi je vais avoir paire d'as, je vais relancer, il va pas vouloir jeter sa petite paire, il va choper un brelan et il va m'éliminer. Simplement parce qu'il aura touché un brelan chancé, alors qu'il aurait dû se coucher avant parce que j'avais des grosses paires moi. Et lui une petite. Vous voyez, les chances de gagner quand vous avez paire contre paire avant le flop sont très minces quand même, à la base. Si une paire supérieure part avec un net avantage, hein, parce que vous avez plus que deux cartes qui vous aident, c'est-à-dire les deux cartes qui restent du paquet, qui soient votre paire, entre guillemets. Hop. Alors, nous on joue profil bas. Hein. Oh, joli. Il avait un tirage carreau, il a même pas trop poussé, vous voyez, il l'a joué vraiment conservateur, limite fiche. Il est allé jusqu'à voir, vous voyez, que sa sortie soit bonne. Une fois que sa sortie était bonne, là, il aurait essayé de gratter des sous. Mais il n'a pas été du genre à vouloir commencer à engranger des sous ou une montée de pot pour emporter plus au cas où ça sorte. Ou pour éventuellement le voler. Les styles de jeu sont légion au poker. Hein. Même si les règles sont simples à la base, enfin dans le Texas Hold'em, elles sont légèrement plus complexes, hein, c'est toujours un peu mieux, mais au final, c'est vraiment les styles de jeu qui se confrontent qui changent toute la donne. Donc là, il essaye de l'avaler, il dit qu'il n'a pas un super jeu, mais il veut que personne d'autre vienne dans le coup. Ça, c'est un peu une faiblesse de faire ça, mais en même temps, c'est le seul moyen pour pas qu'il y ait d'autres gens qui viennent. C'est-à-dire qu'il a une main de merde. Alors, il n'y a aucun intérêt à payer un all-in avec ça. Hein. Quel intérêt d'y aller avec 8-3 ? Tu ne gagnes sur rien. C'est juste une histoire de fierté, il voulait l'éliminer.
Il n'y a même pas de prime ici. Quand, vous savez, il y a certaines parties où vous avez des primes sur les joueurs. Par exemple, vous inscrivez pour 15 euros, et puis vous allez mettre 10 euros dans le pot pour la somme que vous gagnez selon le classement. Vous voyez, la somme ici. Ou alors, vous avez une prime de 5 euros sur votre tête, et quand vous vous faites éliminer par quelqu'un, il gagne directement ces 5 euros. Donc c'est plutôt rigolo ce genre de tournoi à prime. Donc là, évidemment, il joue n'importe quoi, donc je pourrais y aller même avec ça, mais justement, on va éviter les problèmes. Donc là, on a une paire d'as, le meilleur jeu. Hein. Donc ça serait cool que quelqu'un décide de relancer avant nous, histoire de lui gratter un peu des sous avant qu'il se couche. Parce qu'avec le nombre de mains que j'ai joué, la plupart des gens vont se barrer. Lui, nous connaît pas forcément. Donc il peut croire que je vais aller lui voler sa blinde. Mais ça m'embêterait que personne relance, histoire de pas au moins gagner quelques sous avec ma paire d'as. Et pourquoi ils prennent 2 heures quand j'ai une paire d'as? Non, ok. Donc 30, 60. Ouais, on va empêcher lui de venir dans le coup. Donc là, on est obligé de faire comme il a fait tout à l'heure, c'est-à-dire bourrer, pour empêcher qu'il vienne, parce que sinon il va jouer tous les coups. 75, non, on va augmenter à 150. S'ils se couchent, on gagne au moins ce qu'ils ont mis. Lui, il paye 150. Voilà, donc là, s'il avait un 8 ou une paire de 7, je suis dedans. Mais dans tous les autres cas, on est quand même bien. Je vais mettre 180. Voilà, donc j'ai pas gagné beaucoup avec ma paire d'as, mais j'ai surtout pas perdu avec ma paire d'as. Parce que quand vous avez paire d'as, c'est le meilleur jeu pré-flop, avant le flop, c'est-à-dire avant les 3 premières cartes qui sont dévoilées. C'est le meilleur jeu à ce moment-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le meilleur jeu à ce moment-là? Bah, ça veut dire que tu peux faire des folies de ton corps alors que t'as pas vu encore les cartes qui allaient sortir. Parce que on peut pas te battre à ce moment-là. Le problème, c'est que tu fais des folies de ton corps et après, les cartes sortent. Si tu fais des folies au début, tu vas forcer les gens. Si tu mets beaucoup d'argent sur tu fais all-in direct ou un truc comme ça, les gars, ils vont se dire, il a une main de fou. Donc il a paire d'as. Les seules personnes qui vont rentrer dans le coup, c'est des gens qui vont se sentir obligés. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des paires de rois, des paires de dames, des trucs vraiment costauds aussi. Mais contre des grosses paires de rois, des paires de dames, des as-rois de la même couleur, des choses comme ça, bah ta paire d'as, elle gagne. Elle gagne dans la plupart des cas. Elle a un pourcentage affreux de les battre. Par contre, si tu arrives à emmener dans ton coup un gars qui passait par là, qui a 9-10 de cœur, que tu emmènes dans ton coup un gars qui a une paire de rois, et que tu emmènes dans ton coup un gars qui a 4-5 de pique, et ben là, ça devient catastrophique. Parce qu'il y a tellement d'options dans les mains adverses, bah que finalement, il va bien tomber quelque chose qui va faire autre chose qu'une paire. Parce que finalement, une paire d'as, ça reste qu'une paire. Souvent, tu gagnes avec une paire dans le poker. Mais, ou un brelan. Si t'as un peu de chance, t'as ta paire qui chope sa 3e carte. Mais voilà, en général, ça va pas plus loin que ça. Mais les tirages, eux, bah les couleurs, c'est quand même souvent. Les suites, c'est quand même souvent. Donc si jamais t'emmènes des gens qui ont des tirages et qui vont pouvoir voir des cartes, bah ils vont battre ta paire d'as très facilement. Donc finalement, t'as envie d'emmener un maximum de gens parce que t'as le meilleur jeu, pré-flop. Mais dès que le flop va tomber, tu vas commencer à paniquer en te disant merde, ils ont peut-être ci, ils ont peut-être ça. Finalement, ma paire d'as, est-ce qu'elle a autant de valeur après le flop? Bah, plus beaucoup. Donc, tu es obligé de jouer sur la puissance que tu as annoncée avant pour éliminer un maximum de gens, du coup, sauf un, idéalement, qui a une grosse main comme toi, mais une grosse main qui ne s'en sortira pas face à la paire d'as. Par exemple, une paire de rois. Voilà. En fait, tu prépares le coup où ça va être la galère derrière parce qu'ils vont voir des cartes. À partir du moment où ils voient des cartes, ça peut être dangereux. Et pourquoi tu mises un peu plus cher? Pourquoi tu mets de l'argent? Parce qu'il y a des gens qui aiment bien aller voir tous les coups, qui aiment bien aller voir les cartes tout le temps. Donc ils vont payer des sommes trop fortes par rapport à leurs mains. Et donc, dans certains cas, ils vont aller chatter des trucs et ils vont vous prendre de l'argent. Mais dans la plupart des cas, ils vont payer pour rien. Et ensuite, voir le flop, voir que le flop les intéresse pas, parce que dans la plupart des cas, le flop ne correspond pas à tes cartes. Et dans la plupart des cas, te donner de l'argent gratuitement. Et c'est comme ça que tu gagnes au poker. Tu grattes toutes ces petites sommes qu'ils ont trop dépensé l'ennemi, tous ces investissements un petit peu trop chers qu'il a mis pour aller voir le flop, boum, tu le récupères, et le jour où il chope vraiment quelque chose, bah, tu vas voir une différence dans sa façon de jouer.
parce qu'il aura chopé quelque chose, et là, il va te riposter dessus. Et là, tu vas te dire, attends, toutes les fois où il avait rien, il s'est couché, et toutes les fois où il me riposte à la gueule, bah c'est sûrement qu'il a touché quelque chose. Vous voyez? Et c'est là que vous les avez, ce genre de joueurs qui vont au flop. Donc ce genre de joueurs-là, il faut y aller avec de la patience. Faut pas paniquer, faut pas se dire j'ai une paire d'as, je balance all-in, tu vois, au deuxième coup. J'ai relancé quand même une somme, s'il m'avait fait un retour très fort, bah ma paire d'as, elle était peut-être plus bonne. Vous voyez le truc? Alors, est-ce que je me serais pas embrigadé dans le coup parce que j'avais 3000 de chips et lui 2000? Ça joue aussi, hein. La puissance des chips est importante. Parce que vous avez le droit à un coup gratuit. Imaginez, lui, voilà, le 1300 là. Il me fait un coup de Trafalgar, j'ai paire d'as, et puis il me fait all-in. Bah ça peut m'inciter à le payer parce qu'il est pas cher. J'ai les sous pour essayer de l'éliminer, et une paire d'as, c'est quand même pas dégueu. On sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Des fois, il y a des gens qui font all-in avec une paire de 8. Donc là, est-ce qu'il va défendre sa big blind au point de m'agresser? J'ai un jeu technique. Donc en gros, je fais semblant d'avoir As-Roi et j'ai 6-7 de carreau. Qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait que si un As tombe, je peux faire croire que j'ai un As. Si un Roi tombe, je peux faire croire que j'avais un Roi, un As-Roi. Donc que j'ai chopé quelque chose. Mais si jamais un truc 8, 9, 10 de carreau tombe et que j'ai une canne flush, bah personne ne le verra. Personne saura que j'ai une canne flush, c'est pas possible. Enfin, à moins qu'ils se disent j'ai As-Roi de carreau. Mais enfin voilà, vous m'avez compris, c'est un jeu discret. Et ça me permet de feinter, comme vu que j'ai relancé avant le flop, comme si j'avais une grosse main, ben ils peuvent croire que j'ai une grosse main. Et non pas un 6-7 de carreau, ils ne l'imagineront jamais. Donc de temps en temps, vous pouvez y aller comme ça. Par contre, si vous vous amusez à jouer trop de mains comme ça, faites attention. Et le but, ce n'est pas de les jouer passivement, c'est de les jouer agressivement. C'est-à-dire, vous avez une main 5-6 de carreau, faut vraiment que vous la représentiez autre chose. Faut vraiment que vous représentiez, tiens, j'ai une paire de valets en main, donc je relance 120. Vous voyez? Ça vous permet de voler les coups. Donc tous les coups que vous n'allez pas gagner parce que les cartes ne vont pas sortir, vous allez les gagner parce que vous avez représenté autre chose et que vous avez relancé. Alors évidemment, faut pas faire ça comme un fou furieux tout le temps, parce que le jour où les gens vont se poser des questions, attends, ça fait 3 fois qu'il nous pique le coup et qu'il relance. Donc à un moment donné, je vais quand même aller voir ce qu'il a. Vous voyez, elle avait une quinte avec Dan 10, il aurait pu lui prendre tous ses sous. Hein. L'autre avec sa paire de 8, il voulait rien lâcher. Hein. Donc oui, à un certain moment, les gens, ils vont aller regarder. Si c'est pas trop cher, ils vont payer, ils vont regarder ta main, et ils vont dire, tiens, il avait de la merde. Bon, là, je vais dans un coup qui est dangereux, j'ai le 9. Donc j'ai la top paire, ce qu'on appelle hein, la paire la plus haute, donc je vais mettre la moitié du pot. Juste pour dire, j'ai un 9. Donc là, tous ceux qui ont un 10, un valet, dame, roi, une paire de valets, une paire de rois, tout ça, ils vont me massacrer. Ou payer, juste. Parce qu'il n'y a aucune raison de s'en aller. Il n'y a pas de couleur, parce qu'il y a 3 couleurs différentes. Donc même s'il a 2 cœurs en main, vous voyez, il faudrait 2 cœurs derrière, ce qui n'est pas du tout un jeu. Donc là, je tombe pas sur les couleurs, je tombe sur les paires supérieures. Le gars qui a un 7, il va rester aussi. Maintenant, il y a un valet qui est dangereux par rapport à mon 9, donc je vais check. Est-ce qu'il va en profiter pour bourrer? S'il bourre alors qu'il y a un valet qui est sorti alors qu'il avait peut-être une paire de 10, ça serait idiot. Mais il peut sentir une faiblesse chez moi. Vous voyez? Et il mise le pot. Donc là, on va passer. Il mise le pot, soit pour dire j'ai une paire de 10, est-ce que tu as un valet? Ou alors, bah j'avais as valet et je viens de choper mon valet. Vous voyez le truc? Après, c'est ce qu'il dit, hein. Ça veut pas dire que dans sa main, c'est vraiment les cartes qu'il a. Si c'est bien joué, même dans sa main, il pourrait avoir une paire de dingues, ça ne changerait absolument rien, vu qu'il joue la carte qui est sortie. Moi, j'annonce que j'ai un 9 le tour d'avant. Ça m'a coûté 75. Je vais pas payer 300 pour dire je suis sûr que t'as pas le valet qui vient de sortir. Vous voyez, ça serait bête. Par contre, il peut avoir une paire de 8 et je pouvais avoir la main gagnante. C'est possible. Mais sa relance le fait gagner. Et c'est tout ce qui importe. Hein. Ce n'est pas vraiment les cartes que tu as dans la main qui vont être importantes dans les coups comme ça. Parce que moi, je peux pas payer à un certain point. Imagine, il a un brelan et qui fait ce move. Bah, ça serait logique. Il a un brelan, il fait ce move, il se dit s'il a chopé son valet, il va payer. Et j'aurais sûrement payé si j'avais eu as valet. Vous voyez le truc? Mais j'ai que le 9. Du coup, déjà le valet me fait peur, donc un brelan encore plus, hein, bien sûr. Donc finalement, c'est à vous de décider si vous êtes sensible au bluff ou pas, ou si jamais vous payez trop ou pas. Et vu que je ne sais pas comment joue mon adversaire, mais qu'il avait beaucoup d'argent,
qui pouvait entamer ma cagnotte, il n'y avait aucune raison de payer 225 de plus que 75 que j'avais payé le tour d'avant. Vous voyez, c'était trop. Et abandonner une main n'est pas catastrophique. Si vous faites le bon choix, bien sûr. Ah, lui, il lui a demandé le time. Excellent. Oh, on a eu un brelan de 3 là. Alors un brelan avec une seule carte, c'est pas très fort, hein, parce que ce qu'il faut jamais oublier, c'est que les gens les voient les cartes. Mais évidemment, un 3, ben, personne pourrait penser, quoi. Là, j'aurais sûrement gagné le coup avec mon Q3. Mais c'est une main qui est pas jouable, normalement, donc... Voilà, comme le J7, là, c'est compliqué de jouer ce genre de main dégueulasse. Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt, parce que, regardez, imaginez que j'y aille avec J7, et je chope mon 7, bah je me sens pas fort avec une paire de 7. Si j'y vais et je chope mon valet, bah je me sens pas fort parce que j'ai un kicker de merde. N'importe qui avec un valet et une carte plus haute à côté l'emporte. Donc au final, je me sens jamais fort dans aucune situation, à part s'il y a 8, 9, 10 qui tombent au flop. Là je me sens fort. Mais j'ai quand même pas la meilleure main parce que valet dame me bat par exemple. Donc vous voyez, c'est des mains, dans le meilleur des cas, vous serez jamais à l'aise. Et dans le pire des cas, bah, vous aurez rien. Et dans le pire des cas, vous aurez sorti un truc et votre ennemi va quand même vous battre. Vous comprenez? Donc c'est des mains mortes, ça. Hein. Si vous les jouez, c'est des coups à se planter. Et même si vous avez valet, valet, valet qui sort, bah faut pas le regretter. Parce que finalement, c'est une main de merde. Hein, c'est tout. Et puis ne pas participer à un coup, ça vous fait jamais perdre d'argent. Hein. Ça vous fait perdre un tour par rapport aux blindes, c'est tout. Hein. Donc ça sert à rien de paniquer ou d'essayer de jouer tous les coups. Le but, c'est de gérer votre pile de jetons et d'essayer de l'augmenter. Alors c'est compliqué de l'augmenter en sécurité, mais c'est moins compliqué d'essayer de garder ce que vous avez que d'essayer d'augmenter ce que vous avez. Vous voyez le truc? Après, évidemment, en jouant plus agressif, les gens vont commencer à croire que vous faites n'importe quoi. Quand vous chopez vos paires d'as, bah, ils vous payent jusqu'au bout du monde et vous leur piquez tous leurs sous parce que vous avez des mains de l'enfer. Oui, ça c'est un bon moyen d'y arriver en tournoi. L'autre moyen, c'est d'être vraiment la tortue blindée et d'avoir un moral d'acier. Un des plus gros tournois que j'ai gagné, c'est j'étais le dernier au jeton pendant peut-être les 2 dernières heures du tournoi. Pendant les 2 dernières heures du tournoi, j'étais le dernier. J'étais ici en bas de la liste. J'avais plus de jetons. Tout le monde était au-dessus de moi. Le chip leader, fou, je me rappelle, il s'appelait, était tout en haut. Et à la fin, il essayait de me mettre la pression parce que j'avais pas assez de sous. Lui avait carrément trop. Du coup, il me faisait all-in à chaque fois que je jouais. Donc, il m'embêtait. Au bout de 2 heures d'attente, je commençais à avoir des mains. Je commençais à me dire, merde, il me fait chier, il me fait all-in à chaque fois pour me faire me coucher. Bah, j'en ai eu marre. Alors, à chaque fois qu'il me bourrait parce qu'il avait beaucoup de jetons, à chaque fois, je faisais all-in. Alors, j'ai doublé 4 fois dessus. Et vous savez, quand vous doublez, ça va vite. Hein. Vous doublez une fois, vous revenez dans la course. Vous doublez une deuxième fois, vous êtes bien. Vous doublez une autre fois, vous entamez son truc. Et à la fin, c'est moi qui ai éliminé Fou. Et avec tous les sous qu'il avait, il aurait pu être dans les 5 premiers du tournoi sans jouer. En allant boire un café, il était dans les 5 premiers du tournoi. Eh ben, j'ai pris ses sous et moi j'ai fait ça. J'ai stoppé, j'ai arrêté de jouer, j'avais une tonne de jetons à la fin. Et j'ai attendu jusqu'à qu'on ne soit plus que 5. Et à la fin, bah, j'ai réussi à éliminer les 4 autres. Et du coup, j'ai gagné ce tournoi. C'était quoi un beau pactole à l'époque. Hein, c'était genre 10 000 euros. 13 000 $. C'était en dollars sur pokerstar.com à l'époque. Mais en fait, pourquoi j'ai réussi à m'en sortir comme ça? Bah, grâce à un gars qui voulait jouer plus ou moins le nettoyeur de table, vous voyez. Il était chip leader, il voulait absolument éliminer les petits stacks pour réduire le nombre de joueurs, pour augmenter dans le tournoi. Et c'est en faisant ça qu'il est tombé sur un os parce qu'il a fait trop le con. Après, il me faisait all-in avec n'importe quoi en se disant, il suffit que je réussisse un coup à la chance et je l'élimine. Vous voyez? Le problème, c'est qu'il a raté 3-4 fois d'affilée et il a perdu tous ses sous à le faire. Alors, ça c'est une main jouable, juste pour aller voler sa blinde tranquillement, ou même pour répondre à quelqu'un. Roi dame de trèfle, c'est une jolie main. C'est pas un as, mais voilà, c'est quand même beau. T'as les tirages des deux côtés, t'as le tirage de la couleur, et puis t'as quand même 2 grosses cartes. Si ça sort, c'est quand même chouette. Mais c'est des mains, c'est toujours un petit peu dangereux. Alors là, il a relancé 100 $. C'est 2 fois et demi, on va juste payer. À être à 3 dans un coup avec une main comme ça gêne pas. Donc, on va juste check.
Voilà, il nous dit qu'il a rien chopé, mais qu'il avait une bonne main à la base. On va check encore. On va pas prendre trop de risques. Est-ce qu'on veut investir 192 pour défendre 240? Bah c'est trop. En gros, s'il m'avait fait une relance entre 60 et 120, je pense que je l'aurais payé. Mais 192, vous voyez, il a mis juste ce qu'il fallait de trop pour que ça ne vaille pas le coup. Évidemment, j'ai rien, hein. Donc c'est pas difficile de jeter ma main. Certains diraient, ah, ça me fait chier de jeter mon roi d'homme de trèfle, c'est tellement joli. Mais en fait, t'as rien. J'ai ma main là, actuellement, c'est roi high. C'est-à-dire, j'ai une carte roi. Alors évidemment, mon adversaire peut avoir as valet. Hein. C'est-à-dire qu'il a rien, il a juste l'as, mais l'as me bat de toute façon. Ça, je sais pas ce que c'est. Hein. Ils mettent pas d'infos. C'est des emotes. Ça a l'air bizarre. J8, non. Ah, mais on est 4ème au chips. Alors, ça veut rien dire parce que n'importe qui rebat, il y a 3000, hein. Évidemment. Voilà, et donc là, vous voyez, c'est des petits tournois. Avec les rebuys, chaque fois que quelqu'un rachète 3 euros, bah, ça vient augmenter le price pool. C'est-à-dire cette somme qui augmente, qui donne de l'argent aux 6 premiers pour le moment. Et plus on sera, plus les sous vont augmenter. Les gens ont 1 heure pour s'inscrire, ils peuvent continuer à s'inscrire alors que le jeu est en route. Hein. Et puis il y en a qui ont déjà quitté le tournoi en abandonnant, c'est-à-dire en ne rebuayant pas. Ou alors en ayant fait déjà leurs 2 rebuys maximum. Alors oui, hein, c'est un autre rythme. C'est pas comme les jeux PC de stratégie. Le poker, c'est une stratégie à long terme, de table, de cartes, hein, évidemment. Mais c'est quand vous êtes réellement assis dans un casino ou dans un endroit où il y a un tournoi qui se fait. Vous avez des gens devant vous, l'ambiance est complètement différente. Vous avez des tonnes et des tonnes d'informations en plus. Alors certains n'aiment pas le poker online en se disant, il n'y a pas les tels. On peut pas voir la tête des gens, on peut pas voir s'ils bluffent, on peut, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des tels online, la façon de jouer, la vitesse de jouer, vous observez un gars pendant 1 heure, vous allez voir qu'il joue certaines mains. Quand vous allez voir ses mains jouer contre d'autres, vous allez pouvoir analyser ce qu'il a fait. Et au bout d'un moment, vous avez une idée générale du gars. Donc, c'est très susceptible au changement de façon de jouer. Par exemple, tu joues serré pendant un moment, et d'un seul coup, tu te mets à jouer moins serré, les gens, ils peuvent être pris à contre-pied. Parce qu'ils t'analysent depuis 1 heure, et puis depuis 1 heure, t'as pas bougé, bon. Et si tu commences à faire nimp, ils vont pas s'en rendre compte tout de suite, vous voyez. Ils vont s'en rendre compte qu'au bout de 2-3 coups, ils vont se dire, ah non, il a changé sa façon de jouer, il est passé en mode agressif, ou peu importe. Mais vous voyez, c'est... Oh là là, attendez. Là, il nous met une espèce de cote, vous voyez, il y a tellement d'argent pour 40, que je vais voir juste si jamais il n'y a pas une quinte de l'espace pour nous. On a une paire de 2, et un 4 nous donne une suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe qui avec un 3 a la suite aussi. Et il y a un tirage couleur qui peut battre la suite que je peux avoir. Alors, on va mettre 80, juste pour avoir une chance de voler le pot. Ok, donc là, nos chances de gagner sont très minces parce qu'il dit qu'il a une paire de 10, en gros. Hein. Juste payer comme ça, ou alors il est sur le tirage couleur. Mais le tirage couleur, on a une autre façon de le battre, c'est en chopant un 2 ou un 6. Voilà, donc là on va juste check, on va jouer avec notre 2. Et il avait le 5, vous voyez, donc il dit qu'il avait une paire supérieure au 6, alors qu'il avait une paire de 5, mais qui était quand même supérieure à ma paire de 2. Finalement, il l'emporte. Mais vous voyez, il n'a pas annoncé plus en payant juste, il annonce petite paire. Ou paire supérieure au flop. Mais tout ça, c'est de l'instinct, c'est de la façon une habitude de parler poker avec votre adversaire. Si j'avais relancé une deuxième fois, à la fin, je pense qu'il aurait pas payé. Mais ce qu'il faut mettre quand même à son avantage, c'est que là, avec le deuxième 6 qui sort, il pouvait pas dire mon adversaire a un 6, il y a un deuxième qui vient de sortir. Vous voyez? Donc le 6 ne lui faisait pas peur. Et quand le 8 sort, j'ai relancé, le 8 n'était pas là. Donc il a relancé en disant qu'il avait quelque chose avant que le 8 sorte. Donc le 8 lui fait pas peur non plus. Vous comprenez?
vu que j'ai relancé avant qu'il sorte le 8. Donc j'avais déjà quelque chose. Donc la seule chose qui pouvait lui faire peur, c'est que j'ai déjà une paire en main plus haute que sa paire de 5. Mais ça pouvait pas être une paire de 6, sinon j'ai carré, bon, il y a peu de chance. Et ça pouvait être une paire de 2, j'aurais eu brelan, mais bon, vous m'avez compris, il y avait quand même peu de choses qui pouvaient le battre, à part une paire supérieure. Et vu qu'on n'a pas lancé beaucoup d'argent dans le pot, bah ça restait correct de payer. Donc oui, il a bien joué, bien joué. Alors, c'est souvent comme ça quand je joue un peu serré ou un peu calme. Là, j'essaye de vous montrer la durée que ça peut être, un tournoi comme ça aussi. Euh, c'est pour ça que je joue pas hyper aggro et pour essayer de faire énormément de chips tout de suite. Voilà, je la joue cool, hein, on va dire. Mais ce que ça fait, point de vue de nos sous, c'est qu'on s'érode petit à petit, jusqu'au moment où on arrive à choper quelque chose, et là, on prend un tapis. Vous voyez? Mais on a une tendance, quand on joue de cette façon, un peu calme et puis conservatrice, d'éroder nos jetons. Nos jetons réduisent, réduisent, réduisent. Et d'un seul coup, pim, vous allez choper un gars parce que vous allez enfin pouvoir mettre votre jeu en place face à quelqu'un qui aura une bonne main. Parce qu'en fait, les meilleures rencontres au poker, ça reste quand même quand votre adversaire chope quelque chose. Si votre adversaire a rien, il payera pas beaucoup. Si vous avez rien, vous n'allez pas pouvoir pousser les sous sur la table et donc inciter votre adversaire à en mettre plus. Parce que vous aurez peur aussi. Donc, les meilleures situations, c'est quand vous avez un énorme jeu qui est légèrement au-dessus d'un énorme jeu adverse. Vous voyez? Donc, par exemple, quand vous avez un full et que vous voyez qu'il y a 3 carreaux sur le board. Là, vous avez le full, vous savez que vous battez les couleurs. S'il a une couleur en face, vous savez que vous allez prendre tous ses sous. Parce qu'il lâchera jamais sa couleur et vous avez déjà de quoi la battre. Ou alors, enfin, vous voyez, les situations un peu comment elles peuvent être. Vous avez une couleur et puis le gars il a un brelan. Voilà, il lâchera jamais son brelan parce qu'il y a tirage full possible, qui peut aussi battre votre couleur, mais si jamais elle sort pas, bah vous avez la couleur et vous gagnez. Et c'est très compliqué, hein. Là, regardez. Vous avez vu ce coup? C'est exactement l'exemple que je venais de donner. Il a Dame 10, donc il a double paire. Alors à sa place, je me serais tout de suite méfié, hein, parce que 8, Valet, Valet 8 ou Valet Roi, il avait la quinte. Et lui, il a double paire, c'est vraiment la carte qu'il voulait pas voir, le 10, parce que le 10 donne la quinte à l'autre. Moi, à sa place, à la fin, j'aurais joué vraiment cool, mais c'est lui qui a fait all-in, donc il a été obligé de payer. Et vous voyez, il s'est fait eu, entre guillemets. Normalement, il aurait dû coucher en se disant, ma double paire, c'est le piège, parce qu'il a forcément la quinte. Mais bon. C'est compliqué de jeter une double paire au moment où tu la chopes à la river, hein, évidemment. On a les 2, 4. Okay. Alors, hop. Regardons un peu. Donc la prochaine pause, c'est dans 26 minutes. Le prochain niveau de blinde va monter de 30 à 60, c'est-à-dire la big blind sera à 60, la petite blind sera à 30. Et donc c'est tous les combien? On va regarder les graphiques des jetons. C'est pas ça que je veux voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La structure. Voilà, la structure, c'est ce qui est important dans un tournoi. Donc, toutes les 10 minutes, vous avez une augmentation des sous. Et vous voyez, ante, là, ça, c'est tout le monde qui va devoir la payer. C'est-à-dire que là, c'est petite blinde, grosse blinde, par rapport au bouton. Le bouton, c'est celui qui distribue les cartes. La petite blinde, c'est le gars derrière. La grosse blinde, c'est le gars 2 cases derrière. Donc c'est voilà, cette somme qu'il doit mettre. Par exemple, la 30-60 qui va être bientôt. Là, on met 50, là, il met 25. Ce qui est bien, c'est qu'on paye 50 et que la blinde va monter juste après qu'on ait joué. Donc ça, c'est cool. Ça nous économise 10 dollars. C'est toujours ça de prix. Alors là, est-ce qu'on y va? On y va à cause de la blinde. On a déjà investi 50 et là, il y a 1 million de personnes dans le coup. Donc s'il y a un 2, 3, 4 qui tombe au flop, j'ai gagné. 2, il n'y a pas 3, 4. Mais il y a 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai un tirage quinte avec un 7 et j'ai une backdoor avec un 3 et un 4 sur les deux cartes là. Donc évidemment mes chances de gagner sont très minces. Et en plus, je pourrais tirer à balle à blanc. Si jamais je décide d'y aller et que je chope un 7 et que ce soit un 7 de carreau, il y aurait la couleur qui me choperait. Maintenant, il y a une paire de 9 au milieu, ça veut dire que quelqu'un qui a une paire de 2 ou une paire de 8 a un full et me bat aussi même si je chope mon 7. Donc vous voyez, ça n'a plus aucune valeur, même si je chope ma carte. Donc évidemment, je ne vais pas défendre ce coup, alors que choper ma carte n'est même pas sûr d'être gagnant.
Parce qu'évidemment, la plupart du temps, quand vous restez dans un coup, que vous êtes prêt à dépenser des sous pour rester dans un coup, ben, vous voulez que si vous chopez votre carte, vous êtes gagnant, vous voyez. Mais si jamais dans le coup, la carte ne vous fait même pas gagner parce que vous pouvez peut-être tirer déjà à blanc à cause du jeu adverse, ben ça sert à rien d'aller tenter le diable pour choper votre carte qui ne gagnerait même pas. Vous comprenez? Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de débutants. En se disant, putain, j'ai un tirage machin, et ils y vont, et ils se rendent compte qu'ils le chopent, donc ils sont tout contents, ils mettent tous leurs sous, et ils se rendent compte que finalement, ils étaient morts. Parce que le gars a un full déjà. Ou pire, un carré, un truc sorti de l'espace, mais vous m'avez compris. C'est n'allez pas tirer à blanc si en plus vous n'êtes pas sûr déjà que ça sorte votre tirage. Alors, les structures, donc on disait, tac tac tac, on a la réserve de temps. Alors la réserve de temps c'est quoi? C'est le timer quand vous prenez du temps à réfléchir. Vous avez 60 secondes au début. Si vous en utilisez, bah, c'est retiré définitivement. Et voilà, donc vous pouvez jouer 10 coups à retarder au maximum en vous disant merde, je sais pas si je vais coller ou pas, mais voilà, votre réserve de temps arrivera à terme. Après, vous aurez que 10 secondes pour jouer. Et tous les 7 niveaux, ouais, 7 et 6 niveaux, vous regagnez 10 secondes à votre réserve de temps. C'est juste un détail, vous en avez souvent pas besoin. Moi, j'ai une tendance à réfléchir vite, à prendre des décisions vite, pas forcément malines, hein, mais j'ai une tendance à jouer vite, ce qui me pose des problèmes parfois parce que j'essaye de me ralentir pour pas que ça donne un tel à mon adversaire quand j'ai une belle main ou pas de belle main, enfin voilà. Et ça c'est un petit défaut que tout le monde a, c'est en général quand vous avez une bonne main, les gens ont une tendance à jouer plus vite. Mais pourquoi? Parce qu'ils essayent de compenser le fait, si jamais je joue trop lentement et que je réfléchis trop, le gars va commencer à se poser des questions. Donc intuitivement ils se mettent à accélérer pour éviter de perdre trop de temps, pour pas être plus lent que d'habitude. Vous voyez? Donc en fait, le timer de votre façon de jouer devrait être toujours la même durée. Que vous ayez un bon jeu, que vous n'ayez pas un bon jeu, vous devriez prendre le même temps pour réfléchir. Là, on va relancer, parce que je peux voler 2 gars assez facilement. Ça, c'est des sous gratuits, faut pas hésiter à les prendre, parce que ça vous permet de payer la prochaine blinde, vu qu'on a volé une blinde là. Alors, c'est pareil, la meilleure position, c'est le bouton. Alors pourquoi la meilleure position c'est le bouton alors que le premier qui joue est là et le dernier qui joue est là? En fait, beaucoup de gens aiment bien être le dernier pour voir ce qu'ont fait les autres et pouvoir prendre une décision. Le problème c'est que tu payes de l'argent. Mais en fait, pourquoi le bouton c'est la meilleure position? Parce que tu es celui qui distribue. Donc tu distribues les cartes et tu es pas le dernier à relancer, mais tu es derrière 2 gars seulement, qui ont déjà investi des sous. Donc c'est la meilleure position pour essayer de leur voler leurs sous quand personne relance. Et quand les relances se font, au deuxième tour, bah tu es le premier, le dernier à parler. Donc tu peux voir les mouvements des autres avant. Alors là, il relance un peu cher. J'ai presque envie d'y aller. Parce qu'il nous annonce qu'il a un très bon jeu. Et lui nous met la cote. Oh là 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 là. Allez, on y va. On y va, on y va. J'ai un valet. Par contre, là, ça peut être très dangereux. Parce qu'il va faire tapis, quoi qu'il arrive. Maintenant qu'il a annoncé, il va devoir mettre tapis. Mais je suis obligé d'annoncer mon valet. Je vais lui prendre son tapis, en gros, et virer lui. Et s'il a une paire de dames, roi ou as, bah, il a gagné, tant pis. Mais s'il a une paire de 10, on est bon. Et vous voyez, il avait rien d'autre. Et on emporte la grosse somme qu'il a relancée, plus la somme que lui a investi juste pour aller voir le flop. Comprenez? Donc lui est sûrement le dindon de la farce. Lui avait sûrement une bonne main, et moi j'ai chopé mon valet. Par contre, s'il avait eu paire de dames, paire de roi ou paire d'as, comme il annonçait, parce que la relance qu'il a fait, c'est il annonçait un énorme jeu, ben il l'aurait perdu. Par contre, ce qu'il annonçait aussi, un énorme jeu, c'est pas que paire d'as, paire de dames et paire de roi. C'est aussi as-roi. Et là, valet 5-5, ben quand je lui mets 500, je lui dis je suis obligé de te payer. En gros, il n'y a pas moyen que je me retire si jamais tu fais tapis. Il peut pas y aller avec as-roi. C'est trop risqué. Sachant que moi j'ai déjà ma paire. Mais c'est du 50-50. Hein. S'il y va avec as-roi et que j'ai une paire de valets, c'est du 50-50. Il reste 2 cartes à tirer. S'il a as ou roi, il a gagné. Hein. Donc ça fait 2 tirages sur 6 cartes dans le pot, sur 40 cartes, hein, en gros, hein, un truc dans le genre. Voilà. Donc c'est jouable. C'est jouable.
Mais bon, trop risqué évidemment, parce que je lui annonce. Si jamais il avait été le premier à jouer, c'est lui qui aurait fait all-in tout de suite. Il avait une chance de plus de gagner sur le fait que moi, je décide de pas y aller en me disant il a peut-être paire de dames. Mais vu que c'est moi qui relance en premier, vu que je suis dans l'ordre en premier à jouer, bah lui ne peut que subir mon achat à 500. Et il sait que pour 500, je me retirerai plus. Voilà. Donc l'ordre était important aussi là. Voilà, As-Roi. Il a rien, hein, mais il emporte quand même initialement. Parce que l'autre n'a rien non plus. Ok, alors, combien de temps il nous reste? On va revenir sur accueil. Prochaine pause dans 18 minutes. Je vais me faire une petite boisson, un truc, un petit casse-dalle. Parce que je commence à avoir faim. Oh, mais le casse-dalle, il est derrière moi, j'avais pas vu. Les filles, elles sont gentilles. Elles vont partir manger. Ouais, bah, vu que les parties de poker sont à un rythme calme, mais en fait, c'est pas si calme le poker, parce que vous pouvez attendre pendant genre un quart d'heure sans rien faire, à jeter vos mains parce que vous chopez rien, et d'un seul coup, vous faites 2 coups et vous rentrez chez vous, parce que vous avez dépensé tous vos jetons en 2 coups. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, c'est le rythme est très soutenu sur des très très courtes périodes, mais voilà. Et c'est donc vous passez du très lent au très rapide en un rien de temps au Texas Hold'em. Et ça peut décontenancer les gens. Tu prends un mauvais rythme si jamais tu restes pas concentré, mais le problème c'est que tu peux pas rester concentré un quart d'heure non-stop si jamais t'as que des mains de merde pendant un quart d'heure. Vous voyez? Donc faut vite se remettre dans le truc. Donc faut pas hésiter à faire des trucs à côté. Ça vous permet de pas vous ennuyer et de vous concentrer au moment où vous voyez une belle main ou une situation pour vous remettre dessus. Alors, je joue pas tout ce qui est as pourri, hein, avec kicker pourri, tout le temps. Ça dépend de la position. Et là, vous voyez, on est dans la pire position. Alors, pour revenir sur les positions, le premier qui parle, il a 9 joueurs derrière lui qui vont réagir à ce qu'il va faire. Donc, le premier qui parle, il a le moins de chances de ne pas être payé ou relancé par quelqu'un d'autre quand il lance une mise. Donc, en gros, le premier qui parle, techniquement, il devrait jouer que s'il a vraiment une excellente main. Donc quand vous voyez un premier de parole qui relance, vous devriez par défaut lui accorder un minimum de respect. Parce que lui doit se dire, il y a 9 personnes derrière moi, donc jouer un coup avec une main de merde, c'est risqué, avec 9 personnes derrière vous. C'est pour ça que plus on s'approche du bouton, moins il y a de personnes derrière lui à jouer, plus on peut se dire que le gars au bouton peut bluffer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont répondre. Il faudrait vraiment que ça tombe mal, que les deux derrière lui aient vraiment des mains. Vous voyez? KJ, KQ, As-Roi. Ah, c'est moche. C'est moche, mais c'est le Roi-Dame qui l'emporte et non pas la paire de Roi. Alors là, on va juste payer. C'est ce qu'on appelle faire le fiche. On limp. C'est un limp. C'est-à-dire, tu mises très peu alors que tu as une bonne main. Mais pourquoi? Parce que je suis premier de parole. Si je relance, ils vont savoir que j'ai une belle main. En limpant, je peux inciter un gars à faire all-in et je peux le payer tranquillement avec ma paire de 10. Voilà, là je vais payer parce que c'est rien du tout pour moi. Et j'ai quand même une paire de 10. Donc il a chopé son 5. Est-ce qu'il va choper une couleur? Non. Et voilà, on a éliminé quelqu'un, on lui a récupéré les 500. Ça demande pas grand-chose. Mais vous voyez, là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que j'ai limpé une paire de 10. Donc ça leur donne une info sur ma façon de jouer. Maintenant, il va falloir que je leur enlève cette info de la tête en jouant différemment. Donc la prochaine fois que j'aurai une paire de 10 ou une paire de quelconque, il va falloir que je la joue pas en limp, mais plus agressivement. Mais vous voyez, si j'avais pas fait un limp et que j'avais relancé 150, 300, est-ce qu'il aurait fait all-in avec 5-7? Non, jamais. Ce qu'il voulait, c'était piquer les sous qu'il y avait au milieu, lui. Il avait une main de merde, je sais pas ce qu'il avait, mais... Ouais, 5-7 dépareillé. Pourquoi est-ce qu'il fait all-in avec ça? C'était juste pour voler. Juste pour voler en se disant, bah voilà, il y a moyen d'aller voler ce que lui a mis et les 2 blindes. Ce qui était pas idiot en soi, mais franchement, est-ce qu'il aurait pas pu tenter un vol dans un tour avec une meilleure main? Ou dans 2 tours? Ou dans 10 tours avec une meilleure main? Est-ce qu'il aurait pas eu plus de chances de gagner? Peut-être qu'il était on tilt parce qu'il a perdu tous ses sous le coup d'avant. Enfin, vous voyez, c'est... Mais dans tous les cas, moi avec ma paire de 10, même s'il me montre paire d'as, je fais bien de payer 500. Parce que 500, ça représente rien. En fait, ça me représente un certain pourcentage de mes chips, qui ne vont pas me tuer. Mais mes chances de gagner sont quand même correctes avec une paire de 10. S'il me montre une paire d'as, évidemment, mes chances ne le seront pas correctes.
Mais pour le peu d'argent que ça m'a demandé, comparativement, bah c'est pas un mauvais play pour avaler quelqu'un. Évidemment, si jamais je me rate, bah je double mon adversaire. Mais ça n'empêche que je peux quand même aller récupérer mes 500 le coup d'après, parce qu'il aura que 1000, et je pourrais encore l'avaler. Vous voyez, un peu comme le truc que m'a fait fou durant le gros tournoi dont je vous parlais. Et c'est pour ça qu'il m'agressait sans arrêt fou, parce qu'en se disant, bah le petit gars, je peux l'avaler, je peux l'avaler, je peux l'avaler. Et au bout d'un moment, ah bah tiens, je peux plus l'avaler, mais je peux récupérer tous les sous que j'ai perdus depuis 4 coups qui m'embêtent. Et c'est comme ça, il était complètement en tilt, à la fin il faisait all-in systématiquement dès que j'étais dans le coup. Il essayait même plus de jouer contre moi, hein. Il essayait même plus de miser ou quoi que ce soit, il faisait all-in à chaque fois. Et à chaque fois je lui répondais, et je l'ai eu comme ça. Et j'ai gagné ce tournoi-là. C'était cool. Hein. Juste après une période de boulot, vous mettre 10 000 patates dans les poches, c'était sympa. Ça m'a laissé le temps de m'amuser derrière. Pendant que j'étais au chaume du. Donc voilà, c'était voilà, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire quand vous êtes chip leader d'un tournoi, qu'il ne reste pas des masses de gens et que vous allez arriver au bout. Allez pas agresser les petits. Faites-le si vous avez l'occasion de les éliminer avec des mains correctes, mais vous n'avez aucune raison de jouer agressif sur les petits avec des mains de merde. C'est vraiment la chose à pas faire. Alors, hop, je me prépare mon casse-croûte. Alors je vais pas manger tout de suite, hein, sinon vous allez m'entendre mâcher et tout. Au pire, je couperai le son. Je laisserai tourner le truc. Mais dans 12 minutes... Oh là là, je vais jamais attendre 12 minutes, j'ai la dalle. Et puis il y a des chips là-bas. Ouais, je peux pas manger des chips avec le son. Hein. Sinon, c'est l'enfer de la ASMR. On avait quoi? Ah, on avait un 3. Mais vous voyez, avec la paire de 4, il faut toujours penser, quand il y a une paire sur le flop, c'est qu'il peut y avoir brelan, il peut y avoir full, et il peut y avoir carré. Hein. Ne jamais oublier toutes ces itérations possibles avec des cartes sorties de l'espace. Mais si vous l'avez en tête, ça vous donnera toujours une bonne excuse pour jeter une bonne main. Genre là, si jamais la suite était sortie, on pourrait se dire, merde, bon, il n'y a pas de couleur possible, vu qu'il y avait les 4 couleurs au milieu, mais est-ce qu'il n'aurait pas déjà un full pour me battre? Voilà. En gros, c'est une gestion d'information, le poker, finalement. Alors là, vous voyez, 6-10, par exemple, sur ce flop-là, ça ne sert à rien. Parce que si un 9 sort, mon 6 ne sert à rien. Donc il n'y a que le 10 qui joue. Donc n'importe qui avec un 10. Vaut mieux avoir Dame 10 pour avoir une paire supérieure, la top paire, hein, comme on dit. Alors, A7, non. La position est pas totalement nulle, mais... Je peux jouer aussi sur ma réputation avec A7. Si j'avais relancé, la plupart des gens seraient couchés parce qu'ils ont vu que je jouais pas avec de la merde. Du coup, je peux jouer avec de la merde, justement comme ça. Il y a quand même un as. Et simplement l'emporter en se disant, bah, si je joue contre Ikit, vu qu'il joue très serré, je vais essayer d'y aller avec une bonne main. Donc s'il a une main médiocre, bah, il pourrait lâcher le coup et que je pourrais voler les blindes. Vous voyez, gratter un petit peu. Mais ça, c'est des petits coups. Faut pas aller s'engager trop longtemps dedans. Faut pas avoir trop de fierté, en fait, au poker. Si vous avez trop de fierté et que vous faites prendre un mauvais coup, le gars chatte un truc et puis vous êtes en tilt, il va vous prendre beaucoup plus les coups d'après. Parce qu'à chaque fois, vous allez vous souvenir qu'il vous a chaté et que ça se trouve, il a fait n'importe quoi, vous auriez dû le battre parce que vous êtes le meilleur, entre guillemets. Vous voyez, l'ego est très très mauvaise conseillère au poker. Il faut laisser ça de côté. À suite, paire de 7, il est resté. C'était du 50-50 pré-flop, mais voilà, à la fin, tout le monde a check. Hein. Vous avez vu, ils ont même pas essayé de voler quoi que ce soit. S'il avait relancé, il serait peut-être barré. Hein. Le problème des petites paires, quand vous voyez que des cartes au-dessus du flop au milieu, bah vous avez tendance à les lâcher en disant bah il a chopé n'importe quoi, il me bat. Hein. Et ce qui aurait été faux, mais voilà. Check, 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 c'est vraiment l'abandon. Hein. Alors, on est big blind. Alors, c'est là où on aime avoir les paires d'as. Hein. Vous êtes big blind, vous n'avez rien demandé. Les gens se crachent sur vous. Vous relancez, ils font tapis. Vous leur montrez la paire d'as, vous les éliminez, c'est génial. Bon, après, il peut arriver... les cartes tombent après, hein, c'est pas dit que vous gagnez, mais voilà, c'est quand même une place où t'aimes bien avoir ta petite paire d'as et que les gens s'écrasent sur toi. Le pire scénario, c'est ta paire d'as et tout le monde se couche. Ah, j'ai un 2 et j'ai un as. Je peux même battre le roi, donc là, j'ai pas peur de miser 80. Parce que s'il me paye avec le roi, je chope l'as et j'ai double paire. Je vais check. Là, j'ai essayé de lui faire croire que j'avais rien. Quand j'ai vu l'as, j'avais peur. Et il paye et j'ai as 2.
voyez? En gros, je lui ai fait essayer de lui faire croire que j'avais un valet, un 2 ou un roi, et que quand l'as tombe, j'ai peur. Et c'est là où il aurait dû essayer de me voler le coup, à la turn. Et il a rien relancé, il a check. Du coup, on a vu la river, et à la river, il check de nouveau. Je suis dégoûté parce que là, je suis obligé de miser quelque chose. Mais il n'y a aucun moyen que je le piège s'il n'a pas une bonne main. S'il avait eu un as, j'aurais pris son tapis. Vous voyez comme quoi se mettre dans un coup comme ça, c'est dangereux. Parce que s'il avait eu un as, je l'aurais pris son tapis avec une double paire. Là, pareil. Regardez-moi ce coup. Tout le monde y va. Ça me donne envie d'aller voir le flop. 10 valets, au cas où je chope un truc de l'espace. Mais ça veut pas dire qu'un gars n'a pas une paire de 8 là, hein, dans le tas. Faut que quelqu'un relance quand même pour éliminer un peu le... Bah, je vais devoir relancer. En même temps, je suis chip leader. On peut pas m'éliminer, hein. 2000, 2000, 2000. Non, ouais. Alors, on va le sur-relancer. Comme ça, on isole le dernier. Et lui, de toute façon, c'est son tapis, donc... il a le full. Allez, allez, un doublon, un doublon. Ah là là. Il a le full. Comme je vous avais dit, quelqu'un peut avoir la paire de 8. Et c'est un excellent exemple de la catastrophe. Ce que je vous expliquais. Nous, on a un brelan. On peut difficilement le lâcher parce que ça va pas nous tuer. Mais par contre, l'ennemi a chopé paire de 8 full. C'est en français, je crois, le chat. Ah, il a chopé pile ce qu'il fallait, quoi. D'ailleurs, on peut voir, c'est peut-être pas un français. On sait pas. Oh. Bah, normalement, on a... D'habitude, quand je passe le curseur dessus, ça nous donne le pays de la personne. Ok, alors, hop. Regardez, on a la pause dans 7 minutes, 7-2. Donc là, on a pris une énorme baffe, hein, évidemment. Et vous voyez, on a joué pour la cote, et on a chopé un brelan qui nous a tués. Et ça, on aurait pu l'acheter, notre main. On aurait pu ne pas la jouer. On était bien en chips. Après, le fait d'avoir chopé les cartes, ça nous a donné envie d'y aller. Quand je relance, c'est pour isoler les autres. Mais en fait, ça me commit, hein, comme on dit. En relançant pour isoler, pour pas que d'autres gens viennent dans le coup, bah ça m'a poussé à mettre des chips. Et du coup, je ne pouvais plus ne plus y aller. Donc je me suis auto-infligé la douleur derrière, quoi. Si vous voulez... Enfin, si vous comprenez l'enfer dans lequel je me suis retrouvé. Du coup, là, je relance comme si j'ai As-Roi. Et j'ai toujours une option de bluffer ou de choper un truc invisible. Sachant qu'ils ont vu mes mains, hein, j'ai jamais bluffé ni rien. Donc, 550, c'est beaucoup. Hein. Par contre, lui nous donne la cote. Bah, on va y aller juste pour les piéger. Et on n'a rien chopé. On n'a rien chopé, on n'a pas la couleur, on n'a pas de carte. Et même si on chope un 9 ou un 8, maintenant c'est foutu. Donc j'espère qu'il va relancer. Et maintenant il y a un tirage avec 7. Si on chope un 7, on a la victoire. Donc on va relancer pas trop cher. En gros je dis je me commit, mais je suis prêt à me rétracter. Je suis prêt à me rétracter. Malgré que je sauve que 800 $, j'étais prêt à partir avec mes 800 $. Donc là, on a réussi un beau coup alors qu'on avait un tirage à la con. Hein. Mais ça me permet d'avoir un petit peu les balls de tenter un truc. Parce que si mon tirage à la con sort, imaginez qu'il paye juste. Et que mon tirage à la con sort, j'ai le meilleur jeu possible. Hein. Et je suis complètement invisible. Et vu qu'on a déjà mis tellement de sous dans le pot, ils seront obligés de me payer les 800 qui restent. Et si jamais il me relance là à tapis, je sais qu'il a une paire supérieure déjà et que mon tirage est mort. Donc à ce moment-là, je garde mes 800 et puis là, c'est la merde pour le reste du tournoi. Mais vous voyez, il faut jouer la patience. Et là, le prix qu'ils ont mis, c'était vraiment trop. J'ai quasiment doublé. J'ai plus que doublé en fait. Parce qu'ils étaient 2 dans le coup à abandonner. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais vous voyez, je commence à trop jouer là. Ils vont commencer à voir que je suis pas si solide que ça. Ce coup-là, je l'ai gagné parce qu'ils m'ont cru. Ça a joué sur ma réputation. Ils m'ont cru. Du coup, ils se sont couchés. S'ils m'avaient pas cru, je serais mort. Voilà. Donc faut pas jouer toutes les cartes que vous pouvez.
sachant qu'à des moments, vous allez choper des bonnes cartes, vous allez vous massacrer comme ça m'est arrivé, ou alors des situations où tout le monde paye et que ça donne envie parce qu'il y a la cote, d'aller voir un flop divin, genre choper un carré au flop ou un brelan, hein, pour le cas où on a eu, mais j'aurais dû me méfier. Le problème, c'est que vu qu'on était tellement nombreux, c'était à double tranchant. Faut faire attention à ce que vous souhaitez dans le jeu. Si vous y allez avec 10 valets et que vous chopez un brelan de valet, ben voilà, vous pouvez pas être sûr que c'est la meilleure main. Parce que vous n'en avez qu'un de valet en main. Alors évidemment, il aurait pu nous montrer un valet as, as valet par exemple. À ce moment-là, on aurait partagé à la fin peut-être. Non, pas avec as, il aurait battu, mais il aurait pu nous montrer je sais pas, un roi valet ou une dame valet. Non, il aurait eu un full. Ouais, en fait, il n'y avait pas beaucoup de valet quelque chose qui me battait pas. Hein. As-4, oui, non. En défense, c'est pas bien. Faut les jouer en attaque, ces mains-là. As-5. Là, pour voler le 80 qui est derrière, ça gêne pas, mais il a que 700. Alors, n'embêtez jamais les short stacks. Pour une autre raison. C'est que lui, s'il doit jouer un coup, bah, il a meilleur temps de faire all-in. Donc, si vous essayez de lui faire des petits coups pour lui voler sa blinde, vous allez vous retrouver avec un gars qui peut, à un moment donné, craquer, s'énerver et vous balancer le tapis. Et vous retrouvez dans un coup bah, où vous allez perdre 80 ou 120, simplement parce que lui n'a pas le choix. Alors que ça représente pas du tout sa main, ça représente sa désespération. Vous voyez? Eux, ils vont faire all-in, donc c'est pas le moment d'aller leur piquer leur blinde. Si tu relances, il faut que tu aies une main pour pouvoir payer leur all-in, en gros, hein, c'est ça qu'il faut faire. Alors, paire d'as, ok, là ça pourrait faire le taf, parce que je suis avant eux. Si je fais la moindre petite relance, eux vont faire tapis. S'ils ont une main, hein, bien sûr. Et le tapis, je peux l'avaler avec ma paire d'as tranquillement. « 170. Alors, je vais juste payer pour que ça motive un all-in. Non, ils veulent pas. Comme ça, je suis en discret par rapport à lui. 6, 5, 6, 7. Oh là là. J'ai l'as de trèfle. Ça pourrait faire une backdoor à trèfle au cas où. Je vais relancer un peu plus cher. J'ai pas envie de voir des cartes sortir là. S'il a un 8, il veut avoir un 9. Et là, je mise le pot pour lui dire j'ai une top pair absolue. S'il me fait all-in, par contre, ça va être un vrai dilemme. Ah putain, c'est un vrai dilemme. Parce que, est-ce qu'il a déjà une quinte? Est-ce qu'il avait un 8-9 de sortie de l'espace? Ou est-ce qu'il a un tirage trèfle? Ou est-ce qu'il a une paire de 6 et il a déjà un brelan? Je vais payer. Je vais payer dans le doute. Il a une double paire et il a un full. Ah non. J'ai une double paire aussi, c'est moi qui l'emporte. Ah non. Non, pourquoi? Ah, parce qu'il a eu le trèfle? Eh ben, on quitte le tournoi. Voilà, ça c'est fini là. Alors attendez, on va regarder le dernier coup quand même. 4, 7, 4, 5, 6, 7. Donc il avait, oui, le 3 lui donne la quinte. Oh, cette chatte. Mais cette chatte. En gros, alors, comment vous le montrer? On va le faire comme ça, regardez. En gros, au flop, il a une paire, ok, et un tirage quinte par les deux bouts. Donc, il a une paire, il fait all-in. Je paye, donc là, je l'emporte, ok. Mais il y a toujours le risque d'avoir... En fait, je pensais qu'il avait double paire à ce moment-là. À la turn, il y a un deuxième 5 qui tombe. Donc là, ça me donne double paire. Donc dans tous les cas, je bats, même s'il avait eu double paire, je le battais. Donc je gagne au flop, je gagne à la turn, et en fait, c'est la river qui le sauve. Alors évidemment, s'il avait été sur tirage trèfle, il aurait gagné aussi, parce qu'il aurait eu son trèfle. Donc j'aurais pas battu un tirage trèfle, parce qu'il a chopé son trèfle. Mais j'aurais quand même fait le bon choix de faire all-in parce que j'ai la meilleure main à ce moment-là de la confrontation. J'ai la meilleure main au moment du all-in. Et c'est ça qui est important au poker. Hein. Quand vous faites all-in, faut que vous ayez la meilleure main quand vous le montrez. Et statistiquement, j'ai la meilleure main parce que j'ai déjà une paire supérieure. Lui n'a qu'un tirage par les deux bouts, qui est du 45% de chance de réussite. Hein, attention, hein, c'est quand même du 50-50. Mais on est au-dessus. Quand le deuxième 5 tombe, j'ai en plus un tirage full max. Et lui... il a toujours son tirage par les deux bouts, mais moi ça me rajoute des cartes. Donc il est à moins de 50% parce qu'il reste plus qu'une carte à tirer. Il doit être à 30-20%. Et là, le 3 lui donne la gagne avec 3, 4, 5, 6, 7, une suite. Donc c'est le 3 qui le sauve.
Si ça avait été n'importe quelle carte du paquet, hormis un 3 ou un 8, parce que le 8, il avait le 4, 5, 6, 7, 8, donc fallait pas qu'il y ait un 3, fallait pas qu'il y ait un 8, et évidemment, fallait pas qu'il y ait un 7. Le 4 ne changeait rien, parce que le 4 c'était une carte morte, vu que j'ai la double paire avec les deux 5 et les deux As. Donc même s'il a 7 et 4, ça lui fait double paire, mais moi aussi. Donc je l'emporte. En gros, là, ses chances de gagner, c'était 1, 2, 3 cartes, dont une de ces cartes, il n'y avait plus que 2 exemplaires dans le paquet. Il y avait 3, 3, 2, 7 et 4, 8. Donc ça faisait 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes dans le paquet sur 45 cartes. 9 sur 45, ça fait une chance sur 9. Une chance sur 5 de gagner. Moi, j'avais 4 chances sur 5 de gagner. Ça me faisait 80% et lui 20% de gagner. En gros, hein, c'est ça que ça veut dire. À la river. Et je gagnais là. Et là, à ce moment-là, il avait 20% de chance de gagner. Et il a gagné. C'est des choses qui arrivent. Mais voilà. Bon, pour vous montrer un match de poker, j'aurais pu lâcher mon as au moment du all-in. Et garder mes 2000. Ce qui aurait été le play solide. C'est-à-dire vraiment, le gars me dit qu'il a quelque chose de bien. Et il avait vraiment une main bien. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui nous tue ici? Ce qui nous tue en fait finalement, c'est pré-flop que j'ai mal joué la main. Parce que lui est big blind. Donc il y va pour la cote, comme je vous disais. Lui relance. Moi je paye. Donc en gros je crée une somme d'argent au milieu qui est trop tentante pour pas aller voir un miracle. Et du coup, lui, je fais juste que compléter pour 90 dessous. Juste pour aller voir le flop au cas où il y a une couleur. Il chope pas la couleur, mais il chope top pair avec tirage quinte par les deux bouts. Et à partir de là, il lâche plus rien. Par contre, regardez ce move. Au moment où je mets 600 là, est-ce qu'à sa place, vous n'abandonnez pas le coup? Quand je mets 600, vous avez paire de 7, tirage quinte par les deux bouts. Ce qui est bien, hein. Mais vous savez que vous êtes derrière à ce moment-là. Vous savez que le gars en face, il a une paire au-dessus du 7. Il ne mettrait pas 600 sur un pot à 550 sans vous dire j'ai le tirage trèfle ou j'ai une paire de roi ou une paire d'as pour le coup. Ou une paire de valets même. Une paire au-dessus du 7 en tout cas. Donc quand vous avez un 7, vous n'êtes pas fier. Mais avec le tirage quinte par les deux bouts, il peut se dire j'ai un tirage à 50-50. Même s'il a paire d'as, j'ai un tirage à 50-50. Bon, il aurait quand même dû se méfier d'une chose, c'est que j'aurais pu être sur tirage trèfle, il aurait pu choper sa suite avec le 3 de trèfle, et moi choper ma couleur. Donc il était, ce que je vous ai expliqué durant la partie, il était mort s'il chopait sa suite alors que j'avais ma couleur. Comprenez? Donc là, si jamais j'étais pas avec une grosse main de paire d'as, paire de roi, bon, il sait que j'ai ça, eh ben il aurait pu être drawing dead au moment du 3 de trèfle. Enfin, il aurait été mort au moment du 3 de trèfle. Ce qui était moche, parce qu'il aurait enfin chopé sa carte, mais sa carte ne l'aurait pas sauvé. C'est vraiment dommage qu'on n'était pas sur les trèfles, là, pour le coup. Mais au moment où je relance 600 là, ça aurait dû être le moment où il décide de ne pas prendre de risque. Et quand il fait tapis, ça aurait dû être le moment où je décide de ne pas prendre de risque. Mais avec ma paire d'as et le flop qui est là, j'étais quasiment sûr d'être devant. Et les chances qu'il avait de gagner était tellement mince, donc mon call est valide, j'ai payé et j'avais la meilleure main. C'est triste, hein, mais voilà, c'est le poker, de temps en temps, c'est des choses qui arrivent. Donc on s'est fait éliminer, et voilà, donc là c'est pas une vidéo où je l'emporte, hein, mais je pense que pour les gens qui aiment bien le poker ou qui connaissent pas trop et qui voulaient un peu voir comment ça marche, ça nous montre déjà quelques petites méthodes, quelques petites choses, quelques petits conseils. Après, je suis pas un pro, hein, loin de là. Je suis quelqu'un qui aime bien y jouer. J'aime bien faire des tournois de temps en temps, et puis des fois j'en gagne, hein, ça fait plaisir. Je me classe assez régulièrement dans l'argent. J'arrive pas vraiment à monter dans les premières places souvent. Simplement parce que des fois quand je joue sur 4-5 heures d'affilée, je suis crevé. Et puis je me dis, allez, on la joue hyper conservateur, on regarde du coin de l'œil, je regarde des séries à côté. Je suis concentré sur la partie, mais en même temps, je veux pas, vous voyez, rester que sur une table.
Le multitabling, j'en avais fait quand j'étais plus jeune, mais là, j'ai pas envie. Je préfère bien jouer à fond sur une table plutôt que d'aller multitabler et être, je sais pas, 10% moins efficace. Parce que mon but n'est pas d'aller faire du volume pour faire de l'argent. Mon but, c'est d'apprécier et de jouer une partie de poker le mieux possible. Voilà. Un joueur de poker, un grinder online, pour faire des sous, il va faire du volume. Il va jouer plus ou moins bien. Plus il va avoir de tables, moins il va bien jouer, parce qu'évidemment, il sera occupé à swinger entre les tables, il sera toujours au taquet. Mais dans l'ensemble, avec le volume, si jamais il joue quand même correctement, il va quand même faire de l'argent. Voilà. Et faut jouer très correctement, attention. Hein, c'est pas donné à tout le monde non plus. Hein. Voilà. Bon, ce coup-là, on l'avait emporté. On a fait le bon choix technique. J'ai payé alors que j'étais devant, même si j'étais pas loin devant. Est-ce que ça valait le coup de tenter un 50-50 sur mon tournoi? Probablement pas. En fait, on dit souvent une chose, c'est que celui qui paye a tort. Que celui qui fait all-in a eu raison. Parce qu'en fait, il avait probablement gagné la game au moment du all-in. J'aurais dû me coucher. En payant, je l'ai attrapé. J'avais la meilleure main. Et finalement, ça m'a fait perdre. Vous voyez le truc? Donc, le peu de fois où vous allez attraper des gens qui bluffent, c'est pas encore dit que vous allez les tuer. Au contraire. Bon, et en même temps, je me fais avoir sur une paire d'as. Hein, c'est ce que je vous expliquais au tout début. C'est que la paire d'as, vous êtes prêt à la défendre coûte que coûte. Et il ne faut pas forcément, parce que c'est les mains qui vous font perdre des tournois souvent. Un 7-4, un 7-2 dépareillé ne vous fera jamais perdre un tournoi, parce que vous n'allez pas la jouer. Voilà. Allez, merci d'avoir suivi et à bientôt.